moi, c'est pour la première fois que je vois dans une province où le gouverneur Azozo Bilok, où il y a eu son argent, parfois mettre pour le fonctionnement de la banque. C'est pour la première fois. C'est que nous avons toujours vu. En termes de dette. Évidemment, je vous dis que l'intention première de Monsieur le Président de l'Assemblée provinciale était celui de disculper, n'est-ce pas, son organe de tous les soupçons de corruption. Mais ce qui est malheureux, il a très mal communiqué. Peut-être que politico-militaire. Mais on a refusé. Mais oui, mais pour Congolais, puisqu'il y avait un forum important, la conférence nationale souveraine. Non, soyons sérieux, monsieur. Soyons sérieux. C'est à la présidence. Mais c'est à la présidence. Il a fait qu'on vient nous voler. Peut-on parler d'une révolution du ministère des Droits humains? Je suis un peu mal à l'aise de le dire parce que il s'agit de moi. Oui. Je pense que l'éducation que moi j'ai réussi et même ma philosophie de vivre m'invite toujours à l'humilité, à la modestie, même si ce que vous dites est vrai, que je suis au fait à ce jour le seul, ce qui va de soi que le premier entre les ministres, les warriors, les ministres de la République démocratique du Congo, à prendre la parole à la grande tribune, à la tribune mythique des Nations Unies. C'est quelque chose de très important pour le Matadien. Mesdames et messieurs, c'était un réel plaisir pour nous de vous savoir, nombreux devant vos postes téléviseurs, pour suivre ces magazines Tempête politique sur les antennes de la radio-télé Boula Matadi. Vous êtes nombreux également à nous suivre à travers notre chaîne YouTube Tempête politique officielle et aussi notre page Facebook Télé Boula Matadi officielle. Nous vous disons merci pour cette attention et attachement que vous nécessitez de témoigner à l'égard de ces magazines politique et tempête politique. Liberté, égalité, impartialité. Nous le disons toujours, nous recevons pour vous ici des acteurs politiques, des analystes politiques également, et c'est aussi de la société civile, qui nous viennent et nous parviennent de tous bords pour émettre leur point de vue sur la marche de la République démocratique du Congo en général et de la province du Congo central en particulier, pourquoi pas aussi des questions ayant trait à l'actualité mondiale. C'est dans cette optique d'accorder la parole à tout le monde, comme nous garantit la liberté d'expression par la loi fondamentale de la RDCQ et la Constitution. Nous recevons pour vous en exclusivité pour ces numéros. Il s'agit de Maître Armi Makaya. Vous êtes cadre au sein du parti politique Union pour la démocratie et le progrès social. Bonjour et bienvenue. Bonjour, messieurs les journalistes. Merci beaucoup de votre invitation. Voilà, c'est lui notre invité en exclusivité avec qui nous allons parler à bâton rompu, Maître Armi Makaya, il est cadre au sein du parti politique UDPS. Mais de quoi sera-t-il question de ces magazines d'aujourd'hui, mesdames et messieurs, vous le savez très bien. Un sujet qui fait couler encre et salive au sein non seulement de la classe politique congolaise, mais de l'opinion congolaise en général. Il s'agit de la question du changement ou de la révision de la Constitution. C'est le sujet qui bat son plein. Et pour en parler, c'est lui notre invité, Maître Armi Makaya, UDPS. Oui. Vous êtes au pouvoir. Nous aurions entendu dans le jour passé qu'il y aurait un désordre au sein de l'UDPS qui ne dit pas son mot. Bon, je crois que dans chaque maison, il ne manque jamais de problème.
Et l'UDPS, en tant que parti politique, peut avoir aussi, il peut y avoir toujours des malentendus, mais je me dis que c'est un problème vraiment interne et que ça ne sera pas intéressant que je puisse le mettre à la place publique. Et surtout, d'ailleurs, les Congolais n'en ont pas besoin. Tout ce que les Congolais ont besoin, c'est que nous puissions réfléchir, République démocratique du Congo, province du Congo central et puis monde, et non réfléchir sur des organisations d'ordre privé telles que l'Union pour la démocratie et le progrès social, qui est un fait privé, pour lequel nous avons accepté d'adhérer à l'idéologie. Donc voilà. Donc quand nous serons dans nos bases, dans nos réunions du parti, nous allons débattre de cette question, mais je crois que la question qui m'amène ici doit être beaucoup plus intéressante que celle liée aux petites mésententes qui se passent, aux petites mésententes qui se passent au sein de notre parti. C'est vrai, vous dites que ce sont des questions d'ordre privé qui n'engagent que vous, l'UDPS et vos membres et cadres et tout consorts. Mais en tant que parti au pouvoir, ça ne nous empêche pas de s'intéresser aussi de la marche de ces partis qui nous dirigent actuellement. La fois dernière, nous avons suivi un extrait d'une vidéo de votre secrétaire général, Augustin Kabouya, qui pointe du doigt même au Rwanda. Il dit les désordres qui se passent au sein de l'UDPS, le Rwanda est aussi derrière ça. Est-ce que vous trouvez ça responsable, ce genre de sorties ou de propos? Bon, déjà, il ne me revient pas du tout à interpréter les propos de notre secrétaire général. C'est une des figures emblématiques aujourd'hui de notre politique nationale. Il possède des informations, peut-être que moi je n'ai pas à ce jour. Donc il sait le pourquoi il a tenu ce genre de propos. Et il ne me revient pas en tout cas de juger conforme ou non ces propos par rapport au contexte. Mais une chose est vraie, et d'ailleurs ce n'est pas un secret de polichinelle, la RDC fait face à une agression orchestrée par le Rwanda. Et dans le cadre de cette agression, l'ennemi peut user de toutes les stratégies pour pouvoir affaiblir toutes les composantes qui peuvent, n'est-ce pas, constituer un blocage à ses soifs ou à ses appétits excessifs. Voilà pourquoi moi je pense que peut-être dans ce cadre-là, l'on peut peut-être émettre un tel point de vue, mais il ne me revient vraiment pas d'exiger le point de vue ou de me prononcer sur ce qu'a dit notre secrétaire général, parce que je suppose il doit avoir probablement beaucoup plus d'informations sur ce sujet par rapport à moi. Voilà, nous allons entrer du coup dans notre vif sujet, qui est les changements ou la révision de la Constitution. Qu'est-ce que l'UDPS veut réellement? Qu'est-ce que le président Antoine Tshisekedi Tshilombo veut réellement? Un changement de la Constitution ou une révision constitutionnelle? Merci beaucoup pour cette pertinente question. Le président de la République veut tout simplement qu'un débat républicain soit engagé pour qu'à l'issue de ces débats républicains, nous puissions ressortir toutes les faiblesses que regorge notre actuelle constitution, en vue de permettre au peuple congolais de pouvoir, n'est-ce pas, apporter des alternatives ou des propositions concrètes qui vont aller dans le sens, n'est-ce pas, d'arranger en fait ou de réparer toutes ces faiblesses. Parce que il fait l'objet d'aucun doute aujourd'hui que depuis que nous avons adopté cette constitution en 2005 à ce jour, les résultats attendus que cette organisation de l'État telle qu'elle est définie par l'actuelle constitution semble tarder à arriver enfin. Raison pour laquelle le chef de l'État, étant donné que c'est lui qui représente aujourd'hui la nation, il met les débats pour que l'élite puisse réfléchir, pour voir effectivement si il y a les faiblesses présentées du côté même de matière qui font l'objet de verrouillage au niveau de notre constitution. À ce moment-là,
ça sera le changement de la Constitution. Mais si l'élite congolaise va estimer que les faiblesses ne concernent vraiment pas les dispositions intangibles telles que définies par l'article 220, à ce moment-là, ça sera une simple révision. Mais dans tous les cas, ce n'est pas un appétit politique excessif de l'IDPS à vouloir s'éterniser au pouvoir. Le chef de l'État veut effectivement mettre ces débats à la place publique pour que l'élite puisse réfléchir, afin que tout le monde participe, en tout cas au débat qui doit nous aider à définir les modalités de fonctionnement et d'organisation de notre pays, parce que c'est sur base de cette organisation et sur base de ce fonctionnement que nous allons devoir définir notre avenir et notre devenir. Alors, est-ce que le progrès de la RDC dépend-il de la Constitution ou de la volonté politique de l'homme dirigeant, ou sinon de la bonne gouvernance? Bon, évidemment, c'est une question pertinente, mais ce qu'il faudrait savoir, si le progrès ne dépendait pas au texte, pourquoi alors les États sont régis par des lois? Ça, c'est la première question à laquelle on doit se poser. C'est-à-dire que nous sommes un État. Dans un État, il faut qu'il y ait des règles. Et ce sont ces règles-là, sur base desquelles on gère la chose publique, sur base desquelles on entretient des rapports entre vous et moi. C'est pour effectivement éviter l'anarchie. C'est pour cette raison que les lois sont mises en place. Et les lois qui sont mises en place réglementent tous les secteurs de la vie socio-économique, voire sécuritaire du pays. Et la Constitution, elle, c'est la loi mère, la loi principale, qui donne des grandes lignes, et ces grandes lignes sont définies de façon spécifique par des lois ordinaires, des lois organiques, ainsi que par des règlements, parce que nous sommes un État qui prône aussi la décentralisation dans les cadres des autorités administratives. Ils prennent aussi des règlements qui viennent élargir en fait les champs d'application où l'idée est ressortie par la Constitution. Donc, moi je pense que les progrès dépendent effectivement de la façon dont les textes ou l'arsenal juridique d'un État s'est défini. Parce que nous ne pouvons pas parler du progrès tant que les choses ne soient réglementées. Parce qu'ici, nous avons le pouvoir provincial, à Kinshasa, nous avons le pouvoir national. Au niveau de la ville de Matadi, nous avons le pouvoir urbain, nous avons des communes. Donc, c'est-à-dire que c'est la loi qui répartit les compétences. C'est la loi qui dit que non, vous, les bourgmestres, vous ne pouvez pas aller au-delà de voici vos limites, là où vous vous limitez. Le maire de la ville, voilà là où vous vous limitez. Le gouverneur et le pouvoir central, et ainsi de suite. Admettons maintenant que ces lois-là n'existent pas. À ce moment-là, tout le monde va faire ce qu'il lui souhaite, nécessaire pour lui. Raison pour laquelle nous disons que les lois ont un trait, effectivement, par rapport au processus de développement d'un pays. Mais chemin faisant, nous pouvons toujours réadapter ces lois-là. Nous pouvons toujours les réadapter par rapport à la situation qui est la nôtre. Alors, que pensez-vous de cette opinion du professeur Jacques Nzoli, qui dit que, et d'ailleurs, cette opinion est aussi partagée par le professeur Modeste Bahati Lukwebo, qui disent que la République démocratique du Congo est très riche en tests, que nous n'avons pas un problème de tests, nous n'avons pas un problème de loi, mais nous avons plutôt un problème d'hommes politiques qui n'ont pas la volonté justement de faire avancer le pays. Oui, bon, moi, déjà, je respecte beaucoup les éminents professeurs, Jacques Nzoli, qui est un constitutionnaliste très respectueux de notre pays, mais également le professeur Bahati Lukwebo, bien que son parti a semblé démentir ces propos, parce que le parti avait estimé que les propos n'avaient pas été tenus dans ces contextes-là. Mais qu'à cela ne tienne, ce n'est pas forcément aussi le prof Nzoli et le prof Bahati qui pensent de cette façon. Il y a plusieurs Congolais aussi. Mais moi, j'aurais voulu que ceux qui pensent que le problème de notre pays, ce ne sont pas des textes, parce qu'on a de bons textes, c'est alors eux, et que le problème serait l'homme congolais, alors quelle est l'alternative que ces gens-là proposent pour effectivement changer l'homme congolais?
Parce que les débats ne devaient pas rester au niveau de dénoncer, de faire l'état des lieux. Parce que quand on fait l'état des lieux, il faut proposer des pistes et des solutions. Et vous verrez que même si les problèmes, ce ne sont pas des textes, admettons que cela soit vrai, et que le problème, c'est l'homme congolais, vous verrez que pour arranger ces problèmes-là, qui seraient dans l'homme politique congolais, on va toujours recourir aux lois. Parce que ce sont les lois qui prennent des garde-fous, qui prennent des précautions pour régler un comportement sociétal. C'est-à-dire que ce soit dans un cas ou comme dans un autre, nous aurons toujours à recourir aux lois. Parce que vous ne pouvez pas interdire quelqu'un de ne pas faire quelque chose, de ne pas afficher une attitude sans que la loi ne lui interdit de façon précise. Donc, que ce soit dans ce cas que le prof pense ou certains compatriotes que je respecte beaucoup pensent, je crois que la finalité serait toujours de recourir à la loi pour pouvoir, n'est-ce pas, réprimander cette attitude qu'on qualifierait de manque de volonté dans les chefs de notre élite politique. Alors, Maître Ami Makaya, pour vous, est-ce que l'actuelle constitution que nous utilisons en République démocratique du Congo est-elle adaptée aux réalités du pays? Bon, je crois que la vie, elle est évolutive. Quelque chose peut être adapté aujourd'hui et ne pas l'être demain, parce qu'effectivement, c'est comme ça. Le monde évolue et en fonction de l'évolution, il faut adapter également les réalités. D'ailleurs, si je dois peut-être plaisanter, c'est toujours osé, Mabiala. Mais les habits que vous portez il y a 10 ans passés, vous ne pouvez plus les porter aujourd'hui. Vous voyez un peu. C'est parce que vous avez évolué. Vous avez évolué en termes de besoins, en termes de taille, en termes de défis que vous avez à relever. Parce que hier, peut-être vous avez besoin, 50 000 pouvaient vous contenir. Parce que vous n'avez peut-être pas beaucoup de choses à faire ou à prendre en charge. Mais aujourd'hui, vous avez peut-être beaucoup plus de responsabilités, peut-être une fiancée. Il faut préparer les mariages et du coup, les besoins augmentent et nécessairement, vous devez adapter aussi votre manière de fonctionner en fonction de ces besoins-là qui doivent être finalement pris en charge. Et moi, je pense que au stade actuel, notre constitution présente quelques faiblesses par rapport aux réalités ou à la réalité socio-économique et sécuritaire et politique même qui traverse notre pays à ce jour. Et ces faiblesses méritent ou nécessitent un réajustement. Et d'ailleurs, réajuster une constitution, ce n'est pas un péché, moins encore une infraction. Donc, en tant que Congolais, nous pouvons réfléchir et voir comment adapter notre constitution. Alors, qu'est-ce que selon vous, l'UDPS et tous ceux-là qui soutiennent cette démarche, entamée ou dite ouvertement par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en quoi le changement ou la révision constitutionnelle est-elle prioritaire pour la République démocratique du Congo? Le changement ou la révision de la Constitution, bref, les réformes constitutionnelles sont-elles prioritaires parce que, pour moi, je dirais 3 raisons. Donc, disons 4 raisons principales. La première raison, c'est la raison sécuritaire. Aujourd'hui, notre pays fait face est victime, en fait, de la convoitise internationale, orchestrée ou dont le metteur en scène se trouve être nos voisins. Et notre constitution laisse certaines ouvertures qui peuvent donner la force à nos voisins de pouvoir s'infiltrer et, pourquoi pas, nous ravir ou carrément nous pousser à céder une partie de notre souveraineté nationale exercée sur les territoires, bref, une partie de notre territoire national. Nous avons aussi, l'autre raison, c'est la raison politique. Depuis que notre constitution, l'actuelle, est entrée en vigueur, nous avons connu 4 processus électoraux.
D'ailleurs, cette constitution avait été mise en place pour effectivement résoudre ces problèmes, cette crise politique, cette crise de légitimité, cette crise de l'égalité des gens capables de diriger notre pays. Et tous les 4 processus électoraux que nous avons connus ont accouché des contestations sérieuses des résultats des élections. Que ce soit au niveau de la présidentielle ou au niveau des législatives, tant nationales que provinciales, et aujourd'hui jusqu'au niveau des législatives municipales. Mais aussi, cette crise politique continue même après les élections, en ce qui concerne le partage des responsabilités. Parce que la façon dont notre constitution conçoit l'idée du multipartisme politique nous renvoie à une autre, ou sinon nous conduit à une autre crise politique, parce que notre constitution telle qu'elle définit la notion du multipartisme politique et par rapport à la culture politique congolaise, nous sommes en difficulté d'avoir un président de la République avec sa propre majorité idéologique. Après 4 processus électoraux, aucun président n'a été élu avec la majorité idéologique. Donc, ce qui fait que notre constitution ici nous pousse à avoir des gouvernements de coalition ou de cohabitation. Et lorsque le gouvernement est de coalition ou de cohabitation, le chef de l'État n'a pas la marge de manœuvre nécessaire pour pouvoir appliquer sa vision. Parce que dans l'imaginaire collectif, dans l'entendement de l'opinion, même quand vous allez dans votre quartier, quand on jette des immondices quelque part, on vous dira, le chef de l'État ne fait rien. On ne se met pas en tête que dans un quartier, il y a un chef de quartier. Après, ça monte au niveau du bourgmestre, le maire de la ville, le gouverneur, le pouvoir central, notamment d'abord le gouvernement qui gère au quotidien le pays, et ensuite le chef de l'État. Je ne dédouane pas le chef de l'État de sa responsabilité de pouvoir conduire le destin du pays. Mais la façon de conduire doit corroborer avec les lois de la République. Le chef de l'État ne peut pas inventer sa propre législative pour appliquer sa vision. Et cette crise politique-là nous conduit aujourd'hui, vous avez un président de la République élu pour qui le peuple attend des solutions palpables, se trouver bloqué devant une situation, l'empêchant ainsi de mettre en exergue sa vision. Nous viendrons détail article par article pour vous expliquer effectivement où se trouve le vrai blocage sur le plan politique. Hormis au niveau national, au niveau des provinces, l'organisation politique pose de sérieux problèmes. Depuis 2005 à ce jour, 4 législatives, la province du Congo central a connu combien de gouverneurs? La province du Congo central a connu combien de gouverneurs? C'est un cas isolé. Pas un cas isolé, pas forcément au Congo central. Au Kasaï, nous avons au Kasaï, oui, au Kasaï, c'est aussi un même problème. À l'Équateur, bref, c'est pas un cas isolé, mais c'est un problème qui retarde le processus de développement. Parce que quand on commence à se lancer sur un projet, il y a une crise politique qui surgit, le gouverneur et les députés provinciaux, et du coup, ça affaiblit tous les processus ou tous les projets déjà mis en pratique. Donc, il y a ces problèmes de crise politique. Et nous avons aussi la question relative, ou sinon l'autre raison, c'est sur le plan social. Quand je parle du plan social, effectivement, c'est par rapport au développement. Les problèmes à ce niveau-là se poseraient sur la répartition des compétences entre le pouvoir central et les provinces. Mais il y a toute une loi organique sur cette matière. Non, d'ailleurs. Il y a la loi portant libre administration des provinces. D'ailleurs, la répartition des compétences entre le pouvoir central et les provinces sont définies par la Constitution. Mais les matières qui sont dévolues aux provinces favorisent-elles un développement rapide? Les moyens qui sont mis à la disposition des provinces
permettent-ils à vite accélérer le processus de développement du pays à partir de la base? Est-ce que la loi fondamentale, la Constitution, interdit la retenue à la source de 40% qui revient aux provinces, ou c'est l'homme politique congolais qui est à la gérance qui ne veut pas respecter cette disposition légale? Moi, j'aime bien être pragmatique. J'aime bien qu'on pose les faits, on fait l'état des lieux et on en propose une solution. Aujourd'hui, c'est une évidence que la Constitution dit que les provinces doivent retenir 40% à la source de toutes les recettes à caractère national. Mais cette disposition peine à s'appliquer. Pourquoi? Excusez-moi. Oui. C'est le constat qui est fait. N'est-ce pas? Ah, vous êtes quand même conscient que vous aussi, vous ne les respectez pas. Excusez-moi, je précise ici que la gestion quotidienne du pays est assurée par le gouvernement. Et le gouvernement que nous avons aujourd'hui, je ne dédouane pas la responsabilité de l'UDPS. Mais le gouvernement que nous avons aujourd'hui, c'est un gouvernement de coalition. Dans un gouvernement de coalition, ça signifie que chacun vient avec les idées, ces idées de gouvernance à lui. On essaie de mettre tout ensemble pour définir maintenant un programme de gouvernance. Mais il peut se poser. Excusez-moi, laissez-moi finir. Allez-y, maître. Oui. Maintenant, au niveau de l'application, il peut se poser un problème. Maintenant, le problème qui se pose, si on n'applique pas la retenue à la source qui revient aux provinces de facto ou de jure ou de droit, donc, à qui revient la responsabilité de sanctionner? C'est ça la question principale. Il est dit ceci, l'organe habilité pour sanctionner le gouvernement, c'est le Parlement. Et l'UDPS n'a pas la majorité absolue au Parlement. L'UDPS a un nombre de députés et ensemble avec les autres partis qui ont accepté de travailler avec les chefs de l'État. Si l'UDPS décide aujourd'hui d'initier une motion contre tel ministre qui s'opposerait ou contre le Premier ministre qui s'opposerait à appliquer ou qui refuserait d'appliquer cette disposition constitutionnelle et que les autres députés, la majorité des députés, refusent que ce ministre-là puisse être sanctionné, il ne revient pas à l'UDPS de créer sa propre loi ou sa propre constitution. Là, ça sera un État bananière. Raison pour laquelle nous disons ici, c'est un problème. C'est un constat que nous avons fait. L'occasion nous est donnée pour que nous puissions réfléchir sur cette question. Pourquoi il y a blocage et qui doivent sanctionner et pourquoi ceux qui doivent sanctionner ne sanctionnent pas? Quelles sont leurs difficultés? Quelles sont les contraintes auxquelles ces gens-là font face? Et on adapte maintenant la loi pour contraindre cette mauvaise nature qui consiste à ne pas vouloir respecter la loi. Mais aussi, quand je parle de la raison sociale, j'ai comme l'impression les élections telles que nous l'organisons ne favorisent pas la coalition, la cohésion nationale. Parce qu'à chaque fois il y a élection, au niveau de la société, il y a des problèmes, des tribus. Les élections commencent à prendre une proportion tribale. Ça, c'est un principe scientifique. Hein. Oui, si c'est un problème scientifique, nous pouvons rester... Le choix du vote est d'abord influencé par une forme d'appartenance tribale. Effectivement. Ça s'est prouvé scientifiquement. Ça c'est prouvé, mais les taux se trouvent encore plus élevés dans notre pays que dans d'autres pays que nous admirons. Pourquoi? Parce qu'ils ont mis en place des mécanismes qui favorisent les idées en ce qui concerne la politique. Aujourd'hui, vous avez des candidats présidents de la République qui viennent battre campagne au nom du nationalisme. Que non, c'est ce que vous avez fait, vous. Non, ce n'est pas l'UDPS qui a fait, c'est pas à seul l'UDPS. Jean-Pierre Bemba. Vous avez emboîté les pas aux pratiques que vous découragez. Non, l'UDPS n'a pas emboîté les pas. L'UDPS n'avait pas présenté un candidat président de la République pour la première législature ou pour le premier processus électoral de l'actuelle constitution. Donc en 2006, c'est Jean-Pierre Bemba qui a bâti campagne. Ça, ce n'est pas l'UDPS. L'UDPS est venu
la mentalité politique actuelle donne cette attitude, et l'UDPS en tant que parti politique doit chercher à avoir des voix, la confiance du peuple. C'est pourquoi elle est allée sur ce même front. À utiliser la même mauvaise pratique, selon vous, que vous déplorez ici, pour essayer d'obtenir des voix du peuple. Excusez-moi, c'est ce que je suis en train de dire. L'UDPS... Vous êtes venu avec un discours, vous votez, ce sont des étrangers. Excusez-moi. L'UDPS est venu à gagner la présidentielle pour le compte du troisième cycle électoral de notre pays. Il y avait déjà des élections présidentielles qui avaient eu lieu dans ce pays. Et l'UDPS devait faire face à cette mentalité électorale. Mais maintenant que l'UDPS est au pouvoir, l'UDPS veut maintenant changer ou nous pousser à réfléchir pour que nous puissions changer cette mentalité qu'on avait auparavant. C'est ça aussi l'objectif. Ce changement-là doit commencer par vous-même qui avez utilisé cette pratique. Mais c'est ce que nous disons. Ce n'est pas de la malice, ça? Non. Ça dit que ne me ramenez pas dans un débat de campagne, n'est-ce pas? Nous réfléchissons sur le bien fondé du changement ou de la révision de la Constitution. Vous m'avez posé des questions sur les motivations qui seraient à l'origine de cette initiative. Et vous en avez répondu. Et parmi ces raisons, je vous ai donné la raison sécuritaire, la raison politique, la raison sociétale, ainsi que la raison économique ou de développement. Alors maintenant, si vous voulez me poser des questions en ce qui concerne les stratégies électorales mises en place par l'UDPS pour gagner la présidentielle, je crois qu'il faudra organiser un autre échange. Au cours duquel nous allons effectivement débattre en long et en large. Voilà, nous allons avancer avec vous, Maître Armi Makaya. Je rappelle que c'est lui notre invité pour ces numéros. Maître Armi Makaya, il est cadre au sein du parti politique UDPS avec qui nous sommes en train d'échanger autour de la question du changement ou de la révision constitutionnelle où se trouverait l'opportunité. Maître Armi Makaya, une frange de l'opinion pense que l'UDPS au pouvoir trouve toujours un alibi pour justifier son incompétence. Au premier mandat du président Félix Tshisekedi, la raison de 2 ans perdus, je suis bloqué par la coalition FCC-Cash. Par après, la raison suivante était, je n'ai pas eu assez de temps. Et deuxième mandat, Kabila bloque. Et maintenant là, c'est la Constitution qui bloque Félix Tshisekedi. Pouvons-nous dire que vous n'étiez pas préparé pour diriger? Déjà, je vais commencer par peut-être rectifier quelque chose. L'UDPS n'a jamais dit que la Constitution le bloquait, sauf si vous me présentez une preuve contraire. Et en ce qui concerne les autres, entre guillemets, discours politiques, allant dans le sens de dire que nous sommes bloqués, tout ça, en réalité, les blocages auxquels certains cadres de l'UDPS font toujours allusion, ce n'est rien d'autre que des contraintes d'ordre politique, sécuritaire que nous rencontrons. Aujourd'hui, le pays, peut-être beaucoup de gens prennent cette question de la guerre de l'Est à la légère. Parce que cette question de la guerre à l'Est du pays n'a pas que des implications sur le plan sécuritaire, même sur le plan économique et sur le plan social. Parce que les ressources nécessaires que l'État mobilise, une grande partie doit être envoyée pour... Parce que la guerre, ça coûte, c'est beaucoup d'argent. Les munitions de guerre, ça s'achète. Aujourd'hui, nous avons la guerre, par exemple, de l'Ukraine et la Russie. Si jusqu'à ce jour, l'Ukraine continue à tenir, c'est parce que il obtient l'appui n'est-ce pas, des États-Unis d'Amérique. Même la Russie obtient l'appui, l'accompagnement de la Chine et des autres États qui pensent que la lutte de l'Ukraine ou de la Russie, elle est salvatrice.
Et nous, la RDC, nous faisons aussi face d'une agression. Et cette agression, faire face à cette agression-là, c'est beaucoup de mobilisation de fonds qu'il faut envoyer au front. Et ces fonds-là pouvaient servir pour construire des routes en temps normal, en temps de paix, pouvaient servir pour améliorer les cadres économiques et sociaux du pays, pouvaient. Je ne dis pas que tout l'argent est envoyé là-bas. À un certain niveau, nous avons constaté aussi un problème de la mauvaise gouvernance pour certains projets que le chef de l'État a initiés dans le cadre du programme des 100 jours ou dans le cadre de certains projets, mais dont nous constatons une inefficacité de suivi ou une inefficacité de sanctions dans les chefs des acteurs qui doivent sanctionner. Alors, quand l'UDPS dit que non, nous sommes bloqués, ce sont des contraintes d'ordre économique, d'ordre sécuritaire, d'ordre sociétal, d'ordre sanitaire, l'empêcha ainsi de mettre en exergue tout ce qu'elle avait prévu comme projet. Mais on assume, parce que c'est ça, diriger un État, on hérite et les actifs et les passifs. Les faits tels que se présentent, on assume, ce n'est pas une justificatif pour dire que non, si on a échoué, tout ça, mais l'UDPS, fait de son mieux pour pouvoir apporter des solutions aux différents problèmes qui préoccupent notre pays, malgré les contraintes que nous avons aujourd'hui. Et ces contraintes, il y en aura toujours, parce que même les États-Unis d'Amérique sont confrontés à des contraintes. L'un des rédacteurs de la présente constitution, notamment le professeur Bob Kabamba, séjournant en Bruxelles, en Belgique, bien entendu, dit que la révision constitutionnelle, elle est permise, mais parler du changement de la constitution serait un coup d'État. Déjà, je salue très respectueusement le professeur Bob, pour qui j'ai beaucoup d'estime. Vous savez, c'est parce que nous sommes dans un pays où on ne sait pas respecter les intellectuels. Moi, je les respecte beaucoup, mais c'est son point de vue. C'est son point de vue. Le prof Bob veut nous dire que quand la France est passée de la 4e à la 5e République, c'était un coup d'État. C'est ça aussi des questions qu'il faut se poser. Parce que les droits constitutionnels, les droits publics internes, elle est évolutive. Loin de moi la prétention, en tout cas en toute humilité, loin de moi la prétention de vouloir enseigner un professeur. Parce que j'estime qu'il est au top. Mais en tant que citoyen, en tant qu'intellectuel, je peux aussi réfléchir au même titre que les professeurs. Les professeurs viennent nous dire que quand la France est passée de la 4e à la 5e République, c'était un coup d'État. Les profs veulent nous dire, quand dans d'autres pays que nous admirons, quand ils changent leur constitution, c'est aussi des coups d'État. Je pense que l'on ne doit pas politiser ces débats. L'on doit se dépassionner. C'est pourquoi je vous ai dit d'entrée de jeu que les débats concernent les réformes constitutionnelles. Et dans les réformes constitutionnelles, nous avons les changements ou la révision constitutionnelle. Je mets quiconque à défi. Aucune constitution moderne n'a déjà prévu les modalités de son changement. Peut-être le prof, pour qui j'ai beaucoup d'estime, a plus de connaissances là-dessus. Si le prof connaît au moins une seule constitution du monde qui a déjà prévu les modalités de son changement, à ce moment-là, je vais me dire, ah, comme notre constitution n'a pas prévu les siennes, donc ces modalités de changement, donc nous ne pouvons pas changer. Mais comme la constitution, généralement les constitutions du monde, parce que parmi les méthodes d'interprétation en droit constitutionnel, c'est aussi la méthode comparative. Ça, le prof ne va pas me contredire. C'est aussi la méthode comparative. Si on se compare aux autres États, vous verrez que il s'agit plutôt des facteurs des droits qui peuvent pousser au changement de la Constitution, qui ne sont rien d'autre que les sources matérielles du droit, parmi lesquelles nous pouvons citer la politique, la sociologie, l'environnement, et ainsi de suite. Donc, ce qui fait dire, en d'autres termes, changer la Constitution n'est pas un coup d'État, d'autant plus qu'il va s'opérer ou il s'opérera dans un cadre normatif et légal rempli de légitimité du peuple. Alors, parmi des articles que vous jugez à problème dans l'actuelle Constitution, vous citez l'article 217
qui, selon vous, mettrait en danger l'avenir de la République démocratique du Congo, tenant compte de contraintes sécuritaires que nous faisons face aujourd'hui. Si je me permets de lire rapidement l'article 217, il est écrit « La République démocratique du Congo peut conclure des traités ou des accords d'association ou des communautés comportant un abandon partiel des souverainetés en vue de promouvoir l'unité africaine. » En quoi cet article menacerait l'avenir de la République, tenant compte de contraintes, notamment sécuritaires? Merci beaucoup pour cette question. Déjà, je voulais préciser ici, parce que cette question fait couler encre et salive. Heureusement, nous sommes un seul peuple. Il n'y aura pas écoulement de sang, parce que on discute autour du contenu d'un article de la Constitution. Donc, ça va toujours faire couler encre et salive, mais jamais les sangs. Parce que, effectivement, nous sommes un peuple et nous sommes tenus de vivre ensemble et dans l'unité, dans la contradiction aussi. C'est ça la vie nationale. Tout le monde peut se faire l'idée sur les contenus d'un article de la Constitution. Il ne revient pas à un individu, scientifiquement pointu qu'il soit, de pouvoir imposer son interprétation à lui, aux autres. Le seul organe habilité, conformément à la Constitution, de rendre une interprétation obligatoire et opposable à tous, c'est la Cour constitutionnelle. Donc même les professeurs qui ont élaboré cette Constitution, s'ils font des interprétations, s'ils interprètent la Constitution, ça sera des interprétations qui seront considérées comme des avis personnels et non obligatoires et opposables. Seule la Cour constitutionnelle peut rendre une interprétation obligatoire et opposable. Je crois que sur ce point de vue-là, nous sommes d'accord. Mais maintenant, l'IDPS s'est fait une idée sur cet article 217. Vous l'avez lu que la RDC peut conclure des accords, n'est-ce pas? Peut conclure des traités ou des accords d'association ou de communautés comportant un abandon partiel de sa souveraineté en vue de promouvoir l'unité africaine. Maintenant, la question à laquelle on doit se poser, parce que les dispositions de la de la Constitution ne s'interprètent pas de façon isolée, parce que la Constitution, c'est un corps, c'est une philosophie, en fait. La première question qu'on se pose, quand on dit peut abandonner une partie de sa souveraineté, d'abord, la question que l'IDPS s'est posée, qu'est-ce que la souveraineté? Et la souveraineté s'exerce sur quoi? Dans le cadre de l'esprit de cet article. La souveraineté n'est rien d'autre que cette reconnaissance à un État de gérer ses problèmes internes sans obtenir le dictat de notre État. C'est ça la souveraineté. Et la souveraineté d'un État s'exerce sur plusieurs matières. Nous avons, la souveraineté s'exerce sur les territoires terrestres, fluviales ou maritimes et aériens. La souveraineté s'exerce également par rapport à notre capacité de nous faire des lois et de nous imposer le respect de ces lois-là. Alors ici, lorsqu'on parle d'abandonner une partie de sa souveraineté, ça signifie que nous pouvons abandonner une matière sur laquelle s'exerce la souveraineté. Cette matière peut être législative, cette matière peut être territoriale, tout comme elle peut être de diverses formes. N'est-ce pas? Alors maintenant, dans le cadre de la contrainte sécuritaire à laquelle fait face aujourd'hui la RDC, nous avons réfléchi de l'article 217 comme étant une possibilité de céder une souveraineté, une partie de notre souveraineté, ou pas de céder, mais d'abandonner une souveraineté partielle que nous exerçons sur notre territoire. Parce que toutes les personnes qui entrent en conflit avec la RDC, l'objectif, c'est de conquérir les terres congolaises. Alors c'est pour cette raison, le chef de l'État a dit que l'article 217 présente un danger pour notre territoire, pour l'intégrité de notre territoire,
D'autant plus que cette partie de la souveraineté que nous exerçons sur notre sol peut être abandonnée sur base d'un accord. C'est pour cette raison-là, je voulais préciser d'abord la première des choses. La deuxième des choses, les gens disent que non, il y a une différence entre la souveraineté et la cessation de terre. Mais vous allez céder que quelque chose sur lequel vous êtes souverain. C'est ça. C'est pourquoi j'ai dit ici la souveraineté. Nous exerçons notre souveraineté sur notre territoire, sur nos terres. Nous exerçons notre souveraineté sur notre législation. Nous exerçons notre souveraineté sur nos forêts. Nous exerçons notre souveraineté, ainsi de suite. C'est la raison pour laquelle, si vous lisez l'article 9 de la Constitution, l'article 9 de la Constitution dit ceci: l'État exerce une souveraineté permanente, notamment sur les sols, les sous-sols, les eaux, les forêts, sur les espaces aériens, fluviales, lacustres et maritimes congolais, ainsi que sur la mer territoriale congolaise et sur les plateaux continentaux. C'est-à-dire que ceux qui disent que la souveraineté que nous allons abandonner partiellement ne concerne pas les territoires, ils ne lisent pas bien à mon sens. Ils ont raison de le dire, ils ont leur motivation, mais moi je pense que vous ne pouvez pas céder votre souveraineté, vous ne pouvez pas céder quelque chose, parce que la souveraineté c'est une fiction juridique qui s'exerce sur quelque chose. Et quand on dit céder une partie de sa souveraineté, c'est effectivement céder quelque chose sur lequel s'exerce cette souveraineté. J'ai aussi entendu les gens dire que le chef de l'État n'a pas raison de dire que l'article 217 présenterait un danger contre l'intégrité territoriale, d'autant plus que l'article 214 donne un moyen, donne une condition, pas un moyen. Une voie de sortie. Pas une voie de sortie, mais donne une condition. Que dit l'article 214 de notre Constitution? L'article 214 de notre Constitution dit ceci: les traités de paix, les traités de commerce, les traités et accords relatifs aux organisations internationales et au règlement des conflits internationaux, ce qui engage le conflit, les finances publiques, ce qui modifie les dispositions législatives, ce qui sont relatives à l'état des personnes, ce qui comporte échange et adjonction des territoires, ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu'en vertu d'une loi. Et il y a l'alinéa D qui dit: nulle cession, nul échange, nulle adjonction des territoires n'est valable sans l'accord préalable du peuple congolais consulté par voie de référendum. Les gens ont dit, en interprétation de cette constitution, que le chef de l'État faisait une mauvaise interprétation de dire que nos terres peuvent être vendues aux voisins parce que la loi, la Constitution dit qu'en cas de cessation de nos terres, il faut consulter le peuple par voie référendaire. Nous disons bravo. Mais la réflexion ne devait pas se limiter là. Parce que le chef de l'État, déjà dans son intervention, nulle part, il a dit que nous pouvons vendre ou céder nos terres sans consulter le peuple. Il s'est limité à dire que l'article 217 nous laisse la possibilité de vendre ou de céder nos terres sans pour autant définir les modalités de cet abandon-là, en ce qui concerne surtout la cessation des terres. Donc, la réflexion du président était partielle. Non, c'est pas la réflexion du président était partielle. L'interprétation du président était partielle. Le chef de l'État, lors d'un discours, ne pouvait pas s'asseoir pour expliquer toutes les dispositions. Il donne ce qu'il pense au regard des informations qu'il a. Il revient maintenant à l'élite de ressortir effectivement si il y aurait un danger pareil ou pas dans la Constitution. Les uns ont dit tout ça, c'est parce qu'il y a eu une sortie incendiaire du chef de l'État. Non. Le chef de l'État n'a jamais fait une sortie incendiaire. Raison pour laquelle je vais vous prouver maintenant que le chef de l'État a eu raison de le dire. Mais seulement, dans le discours qu'il a tenu, il ne pouvait pas tout exposer parce que c'était un discours politique bien limité. Je vais vous expliquer. La première des choses à laquelle on doit se poser, qui négocie les accords, les traités et accords internationaux? Qui nous négocie et qui ratifie? C'est le chef de l'État.
C'est-à-dire que la Constitution ici dit qu'il revient au chef de l'État de négocier ou de ratifier les accords ou traités internationaux. Et pour qu'un traité ou un traité ou un accord international entre en vigueur, celui-ci doit faire l'objet de contrôle de constitutionnalité par la Cour constitutionnelle, saisie par le président de la République. Là, je suis dans les raisonnements, dans l'esprit du discours du président de la République, et je suis en train de relier quelques articles de la Constitution qui laissent entrevoir que le chef de l'État a eu raison de les dire. On dit, c'est la Cour constitutionnelle qui vérifie la conformité du traité négocié par le chef de l'État, si il est conforme ou pas à la Constitution. C'est l'article 216. L'article 216 dit ceci. Si la Cour constitutionnelle, consultée par le président de la République, par le Premier ministre, par le président de l'Assemblée nationale ou le président du Sénat, par un dixième de députés ou dixième de sénateurs, déclare qu'un traité ou un accord international comporte une clause contraire à la Constitution, la ratification ou l'approbation ne peut intervenir qu'après la révision de la Constitution. La matière pour justifier l'esprit qu'a le président de la République de l'article 217 commence ici. Cet article dit ceci. Lorsque le chef de l'État négocie, n'est-ce pas, un traité ou un accord international, ce traité doit être conforme à la Constitution. Et la conformité se déclare par la Cour constitutionnelle. Et lorsque la Cour constitutionnelle déclare cet accord ou ce traité contraire à la Constitution, l'article 216 dit quoi? Cet accord ou ce traité ne peut être ratifié ou approuvé que après la révision de la Constitution. Ça veut dire quoi en d'autres termes? Ça veut dire que si le président de la République va négocier, je prends un exemple, parce que contrairement à ce que les gens disent, l'article 214 peut être contourné rien que sur le dernier alinéa de l'article 16 de la Constitution. Si le président de la République, admettons que nous avons un très mauvais président, qui prend des accords, qui signe un accord, qui comporte la cessation ou l'abandon de d'une partie de notre souveraineté qui s'exerce sur les sols, et que la Cour constitutionnelle déclare, n'est-ce pas, ce traité ou accord international contraire à la Constitution. Ça veut dire que cet accord n'entre pas en vigueur. Avant que cet accord puisse entrer en vigueur, il faut que il faut que la révision soit modifiée, n'est-ce pas? Alors maintenant, allons à l'article. Mais avant d'aller dans un autre article, nous restons dans l'article 216. Je prends les deux dernières phrases. On dit à la Constitution, la ratification ou l'approbation ne peut intervenir qu'après la révision de la Constitution. Ici, il n'est pas obligé de revoir la Constitution de la République si un traité ou un accord international violerait ou sinon ne se conformerait pas à la Constitution. Il n'est pas obligatoire de revoir notre Constitution pour adapter cet accord et traité. Vous avez totalement raison. Le chef de l'État a plusieurs informations. Parce que c'est pourquoi je voulais vous lire une autre disposition. Parce que ici, l'article 216 dit quoi? Si l'accord, admettons, je suis dans la logique où le chef de l'État négocie un accord pour céder une partie de notre territoire sans consulter le peuple par référendum. Nous sommes dans cette hypothèse-là. Qu'elle dit la Constitution? La Constitution dit que cet accord sera déclaré contraire à la Constitution. Mais cet accord ne peut quand même s'appliquer à condition qu'on puisse modifier la Constitution, c'est-à-dire rendre la Constitution conforme à cette disposition qui la viole. Ce qui n'est pas contraignante. Oui, ce qui n'est pas effectivement contraignante. Mais le jour où nous aurons un chef de l'État nous imposé par les étrangers avec un agenda caché, qu'est-ce qu'il va faire? La Cour constitutionnelle déclare cet article-là, ce traité ou accord international contraire à la Constitution. Le chef de l'État va
s'appuyer de l'article, des deuxième alinéa de cet article pour aller solliciter la révision de la Constitution conformément à l'article 218. Que dit l'article 218? L'initiative de la révision constitutionnelle appartient concurremment au président de la République ainsi de suite. Vous comprenez? C'est-à-dire que le chef de l'État qui est malin peut signer un accord, n'est-ce pas? D'abandonner sans passer par voie référendaire pour poser la question au peuple. Cet accord-là est jugé inconstitutionnel et le chef de l'État, puisque le même article 216 dit que cet accord, bien que jugé contraire à la Constitution, peut quand même être ratifié, mais à condition qu'on puisse réviser la Constitution. Le chef de l'État, s'il a sa majorité politique dans sa poche, il fait quoi? Il saisit l'Assemblée nationale pour la révision de la Constitution. Or, la matière relative à cette question n'est pas intangible. Ce qui veut dire, le Parlement peut réviser cette disposition-là de l'article 214. C'est-à-dire élaguer ça, qui conditionne le référendum avant de céder une partie de notre terre. Les parlementaires peuvent alléguer ça dans la Constitution, et quand on allègue ça quand on enlève ça dans la Constitution, cet accord d'abandon de notre souveraineté partielle s'applique. C'est là où se trouve effectivement le piège. Raison pour laquelle nous disons, il ne suffit pas de faire une lecture linéaire. C'est-à-dire que notre Constitution a pris des garde-fous, mais a laissé d'autres ouvertures. Pour les politiciens véreux, les jours que nous aurons un président de la République véreux, n'est-ce pas? Il va contourner l'article 214 pour abandonner une partie de notre territoire. Je vous ai donné la procédure qu'il peut mettre en place, c'est-à-dire il ratifie sans passer par la voix du peuple, et la Cour constitutionnelle, conformément à l'article 216, déclare cet accord-là contraire à la Constitution, mais dit quand même cet accord peut être ratifié à condition qu'on puisse réviser la Constitution. Si le chef de l'État, ce chef de l'État-là a sa majorité parlementaire, il fait quoi? Il saisit le Parlement et le Parlement révise l'article 214, enlève ce paragraphe-là, et à ce moment-là, c'est la Constitution qui se conforme maintenant à quoi? À l'accord. Raison pour laquelle nous, on aurait voulu que l'article 216 puisse dire ceci. Et à la fin, c'est dire que si la Cour constitutionnelle déclare un traité ou accord international comportant une clause contraire à la Constitution, nous, on aurait voulu qu'on dise ceci. La ratification ou l'approbation ne peut intervenir qu'après la conformité du traité ou de l'accord à la Constitution. Et non la modification de la Constitution. C'est-à-dire, vous comprenez la nuance. C'est-à-dire que on rend le traité plus supérieur à la Constitution et que c'est la Constitution qui doit se modifier pour que le traité entre en marge de manœuvre. Or, si c'est le traité qui doit se conformer, ça veut dire que la Constitution ne peut pas être touchée. C'est maintenant cet accord-là qui cède une partie de notre terre, qui doit se conformer maintenant à l'article 214. Ok. On va avancer, Maître Armi Makaya. On dit que tout ce que vous donnez comme explication sur l'article 217, ok, nous sommes peut-être d'accord avec vous, mais la vraie intention du président Tshisekedi serait cachée derrière la révision de l'article 220 qui fixe la forme de la République, du gouvernement et consorts et détermine même le nombre de mandats du président de la République. Bon, moi je crois que c'est à tort que nous sommes en train de vouloir prêter des intentions à quelqu'un. Je viens de vous démontrer ici une faiblesse en ce qui concerne l'article 217 de notre Constitution, combiné avec l'article 214 et 214, 216, 218, ainsi que je crois certains articles 160 quelques, ainsi de suite. Je viens de vous présenter ces faiblesses-là. C'est à nous de décider. Le chef de l'État a mis la question sur la table. Nous sommes un peuple souverain, nous allons réfléchir. L'article 220 n'a pas rendu intangible que la question relative à la durée et au nombre du mandat du président de la République.
L'article 220 rend intangible les matières qui concernent la forme républicaine de l'État, la forme représentative du gouvernement, la durée et le nombre de mandats du président de la République, les prérogatives dévolues aux provinces et aux entités territoriales décentralisées, le pluralisme de partis politiques et syndicales, et que sais-je encore. Donc, bref, la matière que l'article 220 rend intangible, ça ne concerne pas que le président de la République. Ça concerne aussi l'organisation horizontale et verticale du pays. Nous pouvons changer la Constitution et ne pas toucher la question de la durée et du nombre de mandats du président de la République. Ça, vous n'en avez pas l'intention. Aucune personne, parce que si l'UDPS en avait l'intention, on aurait proposé ça à la fin du mandat. L'UDPS propose au début de son deuxième mandat, parce que pour le premier mandat, l'UDPS a constaté certaines faiblesses, et ces faiblesses, l'UDPS souhaite que le peuple puisse réfléchir ensemble pour que nous puissions arranger ou trouver des solutions à ces faiblesses-là. Et non, n'est-ce pas, s'éterniser au pouvoir. Et le chef de l'État l'a répété plus d'une fois, qu'il n'a jamais été une question d'un troisième mandat. Je vais laisser, je vais partir, mais mon souci, c'est de laisser un arsenal juridique qui va favoriser le reste de mon mandat ici, et c'est lui qui viendra me remplacer. Alors maintenant, pourquoi on s'acharne directement contre la position du président de la République sous prétexte qu'il veut s'éterniser au pouvoir? Nous avons fait des propositions de dire au chef de l'État de ne pas se représenter en 2028 et il a refusé. Moi, je crois que en lieu place de s'agiter, nous devons nous dépassionner. On doit nationaliser les débats. Poser la question au président de la République. OK, vous avez lancé les débats. Nous pensons que l'initiative est louable. Mais nous devons prendre les précautions, les mesures d'encadrement pour gérer les ambitions des uns et des autres. Parce que c'est des personnes qui sont mal intentionnées, c'est pas forcément les présidents de la République aussi. Ça peut, les mauvaises intentions peuvent aussi être du côté de l'opposition. Comment ça? Mais attendez, peut-être certaines personnes de l'opposition disent non, si le président Tshisekedi se représente encore, nous on aura des difficultés, n'est-ce pas, pour nous faire élire. Alors que l'UDPS peut conserver le pouvoir le plus longtemps possible en changeant de personnes. En Afrique du Sud, nous avons un parti qui gère depuis plus de 30 ans. C'est ça en fait. Ça dit que pour ceux qui pensent que l'UDPS ne peut conserver le pouvoir qu'avec le président Tshisekedi, c'est fait une lecture biaisée de la démarche du président de la République. Parce que l'UDPS peut toujours conserver le pouvoir avec ou sans le président de la République. Parce que en 2028, les lois ne nous interdisent, les lois n'interdisent pas l'UDPS à présenter un candidat. Vous comprenez un peu? Donc voilà pourquoi nous nous disons, les gens doivent se dépassionner. Le débat doit devenir national. Si vous estimez qu'il y aurait des intentions frauduleuses derrière, venez, mettons des précautions, réfléchissons sur des questions nationales. Parce que moi, ça m'étonne même notre aîné, Denis Sesanga, qui avait même initié une proposition de révision constitutionnelle en 2023. Mais en 2024, il s'oppose même à la révision de la Constitution. Vous voyez pas que c'est contradictoire. C'est-à-dire que il y a des questions sur lesquelles on peut discuter et d'autres questions, on dit, OK, pour ça, on prend des précautions, mais pourvu qu'on avance. Mais contrairement à ceux qui disent que le chef de l'État a fait une mauvaise extraction, parce que je sais qu'il y a une disposition de la Constitution qui dit que le chef de l'État, s'il cède une partie de notre territoire, n'est-ce pas, il tombe à la haute trahison. Et il tombe sous le coup de la haute trahison. Oui, évidemment, ça peut être possible. Le chef de l'État utilise l'article 217 sans respecter l'article 214. C'est la haute trahison. Mais quand est-ce que le chef de l'État peut être poursuivi? C'est lorsque la décision de poursuite du chef de l'État est votée par qui? Par le Congrès, le Parlement réuni en Congrès. Donc, si le chef de l'État est majoritaire au Parlement et au Sénat, ça veut dire que on ne va jamais voter ces poursuites, bien qu'il aurait violé intentionnellement l'article 214. D'ailleurs, nous avons une jurisprudence de la Cour constitutionnelle aujourd'hui qui dit que quand quelqu'un, un Premier ministre ou un chef de l'État, bon, je prends le cas du Premier ministre, quand un Premier ministre commet des forfaits dans l'exercice de ses fonctions, il ne peut pas être jugé. Il n'y a pas une juridiction qui peut la juger. C'est ce qui fait que c'est le président de la République à qui on va refuser
des poursuites judiciaires pour autres, pour n'avoir pas respecté l'article 214. Après Quand son ne sera mandat, plus, on ne peut pas non plus les poursuivre. Donc vous comprenez un peu la nuance de ces articles. C'est pourquoi moi j'invite nos frères, avant de dire que le chef de l'État a fait une mauvaise interprétation de l'article 17, analyser l'article 217, analyser l'article 217, analyser l'article 214, analyser l'article 216, analyser l'article 218 et analyser les articles, je crois, dans les 100 quelques, qui prévoient les poursuites, n'est-ce pas, du président de la République. Et vous verrez que si le président de la République est majoritairement au Parlement, il a la majorité au Parlement, il peut ne pas respecter l'article 214 et faire passer les traités ou l'accord international par rapport à ce qu'il vient de vous dire. Moi, je pense le mieux à faire, on révise la Constitution, on dit à l'article 216 alinéa 2, lorsqu'un accord, n'est-ce pas, qui concerne un accord, un traité qui concerne l'abandon de notre souveraineté en ce qui concerne les territoires, l'accord ne peut s'appliquer que si il se conforme à la Constitution. Et non, si la Constitution se révise, l'accord peut s'appliquer. Donc voilà un peu ce que je voulais apporter comme ma modeste, n'est-ce pas, compréhension des de ces différents articles de la Constitution, parce que la Constitution c'est un tout. La Constitution a une dimension philosophique pour les comprendre. Et ceux qui disent que l'article 214 constitue effectivement un verrou pour empêcher au président mal intentionné d'appliquer l'article 217, je leur dis que c'est à tort qu'ils pensent de cette façon, parce que les chefs de l'État, ces chefs de l'État mal intentionnés peuvent contourner l'article 217 et céder. Merci. Et peuvent contourner l'article 214 en se référant à l'article 216 alinéa 2, en se référant à l'article 218 et ainsi de suite pour céder une partie de notre territoire. Voilà, merci beaucoup Maître Armi Makaya. C'est fut un grand plaisir de vous recevoir dans cette émission. Le plaisir est mieux. Je suis très disposé pour les débats. Qui veut bien, on vient, on échange. D'ailleurs, des chocs, des idées. J'aille la lumière. Voilà. C'est une discussion qui se passe du côté des élites, mais nous devons aussi aider à tout le monde de comprendre les dispositions constitutionnelles, de quoi il s'agit. C'est pour cette raison que je vous ai cité plusieurs articles de la Constitution. Très bien. Ça permet au moins à nos compatriotes qui nous suivent à la maison de pouvoir connaître au moins l'esprit ou le contenu de chaque article de la Constitution. Et je veux que ce débat se déroule de cette façon, parce qu'effectivement, la Constitution, c'est une véritable boîte à Pandore que nous devons ouvrir pour permettre à tout le monde de comprendre de quoi il s'agit. Merci beaucoup encore une fois à vous, Maître Armi Makaya, et grand merci à ces publics, aux téléspectateurs qui nous ont accordé leur attention pour suivre du début jusqu'à la fin de ces numéros de votre magazine Tempête Politique. Nous avons eu le réel plaisir de recevoir pour vous Maître Armi Makaya, cadre au sein du parti politique UDPS, avec qui nous avons échangé sur la question du changement ou de la révision constitutionnelle. Quelle opportunité pour la RDC. Vous avez suivi ces interventions. À vous, le public, de tirer les conclusions, et aussi à ceux-là qui aimeraient affronter, faire une face à face à Maître Armi Makaya. Il est là et très disposé pour un débat contradictoire et surtout républicain. Je crois que je reste disponible. D'ailleurs, je crois que je veux vous revenir pour que je vous explique les raisons sécuritaires des articles de la Constitution qui nous poussent à cette initiative, pour des raisons sécuritaires, pour des raisons économiques, pour des raisons politiques. Maintenant, nous allons décortiquer article, raison, secteur, et nous allons relever les faiblesses et les réformes que nous comptons apporter pour combler ces faiblesses. Très bien. Mesdames et messieurs, on se retrouve prochainement avec votre magazine Tempête Politique pour un prochain numéro, et à très bientôt. How are you coming minister? How are you coming governor? How are